Le XXe siècle se réjouit de son aspect. Il nous donne rendez-vous à la station Champs-Élysées-Clémenceau, près de la plus belle avenue de la capitale. Aux yeux des Parisiens, c'est même la plus belle avenue du monde. Près de 2 km pour relier la place Charles de Gaulle à la Concorde et nous livrer une magnifique perspective, avec ses contre-allées bordées d'arbres précédant des carrés de jardin. Lieu de promenade, lieu indémodable, les Champs-Élysées sont marqués par les événements historiques. Et par les guerres. D'ailleurs, c'est le nom de Clémenceau, illustre figure de la Première Guerre mondiale, qui est associé à nos Champs-Élysées. Pourtant, le Grand et le Petit Palais, édifiés en 1900 lors de l'Exposition universelle, ont tenté de témoigner du rapprochement des hommes et des nations. Cela dit, les Champs-Élysées sont un lieu de rassemblement populaire. Et si on y défile en 1944 pour fêter la libération de Paris, on s'y retrouve aujourd'hui pour l'arrivée du Tour de France, ou en 1998 pour fêter les Bleus et leur victoire en Coupe du Monde. Le haut de l'avenue est marqué par la guerre. La première, celle qu'on nomme pourtant la der des der. En 1920, le pays veut honorer ses poilus, qui se sont battus comme des enragés. Surgit l'idée de rendre hommage à la dépouille d'un soldat inconnu, mort au champ d'honneur. 8 corps de soldats français non identifiés sont exhumés. Ils viennent de tous les fronts. Et on en désigne un au hasard. Un cortège solennel, composé de mutilés, d'une veuve, d'une mère et d'un orphelin, accompagne le cercueil du soldat jusqu'à l'Arc de Triomphe. Le soldat inconnu repose à jamais sous l'arc. Cette tombe réelle est un symbole aussi. Elle réconcilie les Français dans un deuil collectif. Elle permet aux familles de pleurer leurs disparus. Désormais, la tombe du soldat inconnu ferme l'Arc de Triomphe. Aucun défilé militaire, jamais plus, ne pourra passer sous le monument. À l'époque, on peut encore se poser la question. Vient-on vraiment de vivre la der des der ? En septembre 1940, les troupes allemandes d'occupation défilent sur les Champs-Élysées. C'est dans le malheur de la défaite qu'elles livrent la réponse aux larmes des Parisiens. Mais comme je vous l'ai dit avant, 4 ans plus tard, la foule parisienne savoure la victoire et la libération. Et c'est en emboîtant les pas du général de Gaulle, qui descend ces mêmes Champs-Élysées jusqu'à la Concorde, qu'elle l'exprime le mieux. Comme Sacha Guitry dans un film célèbre, je vous propose de remonter les Champs-Élysées. Cette traversée de la Concorde à l'Étoile est une nouvelle promenade à travers le temps. À l'origine, les Champs-Élysées n'étaient que des terrains déshérités, marécageux. C'est au XVIIe siècle que Marie de Médicis décide d'en faire une longue allée bordée d'arbres, le cours de la Reine. Plus tard, Louis XIV aménage les terrains environnants et ajoute des carrés de gazon. Mais la suite est moins paisible. Vous allez voir. La place de la Concorde est le début de notre parcours. La Concorde. Les Français sont-ils tous dans les mêmes dispositions de cœur et d'esprit ici ? Rien n'est moins sûr. En 1789, cette place est celle de la Révolution. Elle a mauvaise réputation. Ici, on exécute. La guillotine s'y dresse. Le compte des décapités est à frémir. 1119 têtes sont tombées à cet endroit, dont celle de Louis XVI et Marie-Antoinette. En 1795, après la terreur et ses effusions de sang, le gouvernement se montre soucieux de la paix civile. Il donne à l'espace le nom de place de la Concorde. Mais les Parisiens doutent toujours de sa quiétude. Pour débarrasser la place de ses aspects malfamés, Louis-Philippe l'embellit. En 1836, il y place au centre l'obélisque de Luxor, un cadeau offert à la France par le vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali. Face à la place de la Concorde, de l'autre côté de la Seine, nous avons un aperçu de nos institutions avec le Palais Bourbon. Le siège de l'Assemblée nationale aligne ses 12 colonnes corinthiennes. Construit en 1722 pour Louise de Bourbon, fille de Louis XIV et de la Montespan, il est réquisitionné en 1795. On y ajoute un hémicycle et on en fait l'Assemblée législative. L'histoire nous adresse parfois de curieux clins d'œil. Ce palais Bourbon, emblématique de nos institutions républicaines, porte le nom le plus royal qui soit. En montant plus haut sur les champs, le promeneur se trouve pris dans un balai étourdissant d'enseignes de grandes marques. Au milieu des luxueux immeubles du plus chic quartier de Paris, les blasons du luxe ont remplacé les anciens blasons féodaux. Et les Parisiens viennent y rêver, aux côtés des touristes qui ne se lassent pas de parcourir l'avenue. Les puissants d'aujourd'hui ne sont peut-être plus au Palais Bourbon, mais dans cet alignement de boutiques. Qui sont-ils ? Ce sont les grands financiers.
les groupes de l'industrie du luxe, les grands constructeurs automobiles, tous ceux qui détiennent les cordons de la bourse. Ils sont tous là. Lancel, Lacoste, Hugo Boss, Omega, Cartier, Guerlain, Vuitton, Peugeot, Renault. Ils brillent au firmament des Champs-Élysées. S'y trouver est une marque de prestige, une confirmation de réussite. Et tant pis si les emplacements font partie des plus chers du monde. Quand on aime, on ne compte pas. Quelques adresses sont à retenir en remontant les Champs-Élysées. Dès le rond-point franchi, au numéro 25, voici l'ancien hôtel de la marquise de Païva, aventurière russe de haut vol. Vous avez devant vous l'un des rares vestiges des Champs-Élysées sous le Second Empire. Le quartier y est devenu un lieu où on se montre. Les restaurants et les promenades aérées attirent une foule élégante. Au tournant du XXe siècle, descendre les champs pour les calèches, les fiacres, puis les premières automobiles, représente le summum du luxe et de la distinction. Mais en marchant sur la plus belle avenue du monde, comment ne pas s'autoriser un petit écart avenue Montaigne? La façade art déco du théâtre des Champs-Élysées vaut bien le détour. En 1920, sous la direction de Jacques Hébertot, la salle devient l'avant-garde de la création artistique. Opéra, ballet, théâtre, concerts s'y succèdent. Les ballets suédois subjuguent Paris, sur des musiques de Ravel, Debussy et même Picasso qui peint quelques décors. Le XXe siècle de l'invention, de l'intelligence, de la beauté explose ici. En quête de souvenirs architecturaux du siècle achevé, on retiendra la façade Art Nouveau du Claridge, celle de l'ancienne Élysée Palace, ou encore l'immeuble Art déco devenu grand magasin. Au XXe siècle, Paris a continué d'évoluer et de se transformer. Les présidents successifs ont voulu marquer la ville de leur empreinte, laisser la trace de leur passage dans de grandes réalisations architecturales. Pour le paysage urbain, les idées ont parfois été bonnes, parfois moins. Mais elles ont fait parler d'elles. Les polémiques sur les nouvelles constructions, la coexistence du passé et de la modernité suscitent toujours passion et controverse.